Le rôle du vendeur dans l'expérience client avec Vincent Rapaport, directeur général associé de la marque Carrelage et Bain, pour donc ce fameux rôle du vendeur qu'on a déjà un peu abordé ce matin, mais que vous allez nous détailler davantage. Et je vous donne un micro allumé. Parfait, je suis sûr que ça fonctionne très bien. Bonjour à tous et merci d'être là. Ravi donc de pouvoir partager avec vous notre vision du rôle du vendeur. En quelques mots, pour que vous compreniez bien notre contexte, nous sommes un groupement qui est né en 2014, que j'ai eu le plaisir de cofonder avec 3 associés, qui sont également 3 parties prenantes dans la vie du groupement. Auparavant, j'ai passé 25 années dans la distribution professionnelle, essentiellement en B2B, notamment dans un très grand groupe qui intervient dans l'univers des matériaux du second œuvre, dont le siège social est à quelques encablures du CNIT. Donc, groupement né en 2014. Sur le plan juridique, on n'est pas franchiseur, nous sommes concédants de marque, donc nos adhérents sont des concessionnaires. C'est un choix délibéré que d'avoir adopté ce mode de fonctionnement. On aurait pu aussi s'orienter vers le modèle coopératif, qui n'apportait pas grand-chose. Par contre, la franchise nous posait un vrai problème parce que nous souhaitons absolument que nos adhérents, qui sont pour la plupart des gens qui existent entre 10 et 40 ans sur leur territoire, on souhaitait absolument qu'ils puissent capitaliser sur leur statut d'indépendant parce que nous estimons aujourd'hui, pour avoir traversé un très grand groupe, nous estimons que l'indépendant, il a encore cette force, c'est d'être agile, réactif sur sa zone. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que très souvent le patron est dans sa boutique et le circuit de décision est extrêmement rapide. Vous imaginez fort bien dans un grand groupe qui a encadré son fonctionnement par des procédures, qu'entre le vendeur qui se trouve dans le magasin de la mode Beuvron et le siège social qui est à la Défense, il y a quelques strates à franchir avant que la décision soit prise. Donc nous, on capitalise fortement sur le modèle de l'indépendant, ce qu'on appelle le commerçant local, et on n'a pas souhaité forcément le franchiser. La concession de marque revient quasiment à la franchise, sauf qu'opérationnellement, on laisse la liberté à notre adhérent de déployer le concept de l'enseigne. Donc 2014, on a commencé 3 entités juridiques adhérentes, 14 salles. Aujourd'hui, nous avons 21 entités juridiques et 43 salles. Notre histoire a commencé dans la vallée du Rhône. Elle s'étend petit à petit sur le territoire français. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a intégré dans notre réseau, au fil des années, des gens qui avaient un historique, une histoire. Pour le plus ancien, elle a 40 ans aujourd'hui, cette histoire. Il a commencé son métier il y a 40 ans. Et puis, nous avons intégré quelques projets de création avec des vrais projets motivés, avec des moyens en face. Donc on a vraiment un panel assez représentatif de notre marché qui nous permet d'avoir un partage d'expérience qui est plutôt profitable aujourd'hui. Ce qui est extrêmement aussi important de vous dire, c'est que notre modèle économique repose sur le point de vente physique. Donc c'est très facile de dire à un indépendant qu'il faut faire du digital, mais il vous regarde, on va dire, mais très bien, mais j'ai un bâtiment qui m'a coûté 500 000 €, on a refait la salle, ça a coûté 250 000 € et j'ai 4 personnes dedans. Donc, qu'est-ce que je fais et comment j'adapte mon point de vente physique dans lequel je suis depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour qu'il puisse continuer à servir le marché tel que le marché évolue. Nos clients, et ça c'est aussi quelque chose d'important parce que ça conditionne énormément de changements que nous sommes en train de vivre. Historiquement, notre marché du carrelage et de la salle de bain appartenait aux professionnels. Il y a 20 ans, vous vouliez refaire une salle de bain, vous appeliez un plombier. Le plombier venait chez vous, abordait d'abord l'aspect technique des choses, très souvent vous dissuadant de faire ce que vous vouliez faire parce qu'il vous expliquait que ce n'était pas possible, que ça ne durerait pas dans le temps. Et puis enfin, il vous disait, écoutez, pour les matériaux que vous souhaitez mettre en œuvre, allez chez Dupont, chez Durand, faites votre choix et je mettrai en œuvre. Depuis 10 ans, avec une forte accélération depuis 5 ans, c'est le consommateur qui dicte aux professionnels ses choix. Et vraisemblablement que le digital a provoqué cette mutation. Ce qui veut dire que notre métier qui consistait à rendre disponible un produit sur une zone de chalandise est devenu un métier où nous devons savoir accueillir un client porteur de projet. Et la complexité, c'est qu'on ne peut pas bander le professionnel parce qu'on en a quand même besoin pour mettre en œuvre. Donc on se retrouve avec des problématiques de communication qui nous obligent à communiquer en B2B, à communiquer en B2C, sans fâcher le B2B. Voilà. Donc ça, c'est une problématique alors captivante,
Mais parfois, on se demande s'il ne faudrait pas avoir un bagage en diplomatie, parce que le professionnel a le sentiment d'être dépouillé en ne détenant plus la relation commerciale avec le particulier. Et nous, on lui dit, nous, on détient la relation commerciale parce que c'est notre métier. Et toi, client professionnel, ton métier, c'est le savoir-faire technique. C'est la maîtrise des règles de l'art pour que ce soit posé en bonne et due forme. Alors, assez rapidement, dans notre offre produit, on va retrouver le carrelage, qui est un matériau aujourd'hui qui a fortement évolué dans l'imaginaire des gens. Il y a 50 ans, le carrelage, c'était un revêtement de sol parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un élément de décoration. La salle de bain est venue se rajouter il y a une dizaine d'années dans le plan de vente de l'entreprise, chez les adhérents qui n'étaient pas encore fédérés autour de cette enseigne. La salle de bain, aujourd'hui, c'est une pièce qui est au cœur des préoccupations du consommateur. Je raconte assez souvent que dans les points de vente, nous avons des jeunes couples primo-accédants qui viennent, qui ont deux préoccupations, c'est leur cuisine et leur salle de bain. Et très souvent, ils n'ont même pas encore le permis de construire. On sent que ce sont vraiment deux pièces qui sont au cœur de la vie. En période de crise, on revient sur soi, on revient sur ce qui est bon pour soi, et la salle de bain fait partie de ces pièces-là. Donc, pour nous, la salle de bain, c'est vraiment une locomotive qui nous permet de continuer à tracter des volumes en carrelage. Et nous, on se comporte en ensemblier de la salle de bain, c'est-à-dire qu'on amène tous les ingrédients déco pour pouvoir personnaliser le projet du client qui fréquente nos points de vente. Alors, tout en disant il y a quelques minutes que notre modèle économique était basé sur le point de vente physique, bon, on n'a pas regardé les trains passés, on fait du digital aujourd'hui très clairement. On a un site internet, on travaille avec un cabinet qui construit toute notre mécanique de référencement naturel, de référencement payant. On a un extranet, on a un intranet, on est sur Facebook, sur Pinterest, qui est d'ailleurs pour nous un réseau extrêmement intéressant parce que c'est un lieu d'expression des tendances et généralement on a d'excellents retours. Voilà. Toujours avec une problématique, c'est de mesurer ce retour sur investissement. Mais on y est. On le fait plutôt bien. On a intégré à la tête de réseau, dans le groupement, dans la structure juridique qui encadre le groupement, on a intégré une jeune fille qui s'occupe de ça. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, modèle économique basé sur le point de vente physique, avec quand même quelques petits changements qui s'opèrent et qui nous permettent aujourd'hui d'être présents sur le digital et d'aller capter du trafic qualifié. Alors, j'ai réuni ces trois photos parce que c'est assez intéressant de vous dire que notre produit phare, qui est le carrelage, en France, il est distribué par 3 canaux physiques. L'historique, c'est ce qu'on appelle le marchand de matériaux. Il n'y a rien de péjoratif, mais c'est Lagos en matériaux. Alors cette photo, volontairement, j'ai caché le nom parce qu'elle n'est pas très... elle n'est pas très flatteuse pour celui qui s'affiche comme ça sur la toile. Mais voilà. Ces gens-là, depuis 50 ans, dans chaque village de France, vous amenez du ciment, des briques, des bétonnières et puis un peu de carrelage. Voilà. C'est 1/3 du volume distribué en France. Le deuxième type de concurrent avec entité physique, c'est ce qu'on appelle le spécialiste. C'est quelqu'un qui finalement a dit... Bon, moi, faire du carrelage avec des bétonnières, avec du ciment, des pelles et des balais, c'est pas trop mon truc. Je vais me spécialiser, je vais présenter les produits de façon un petit peu plus qualitative et je vais me focaliser là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spécialiste. Et puis le troisième segment, c'est la GSB. La GSB, aujourd'hui, notamment dans son développement vers la déco, a vraiment pris le carrelage comme un élément qui contribue à la déco. Pour le moment, la GSB... reste sur des produits, on va dire, tout venant. On est sur des produits qui ne sont pas extravagants, mais on observe de près et ils font plutôt bien le job. Très simplement, 1/3 du marché est attribué à chacun de ces 3 canaux de distribution. Et nous sommes, nous, bien sûr, positionnés au milieu. Toujours un peu d'historique, et je ne serai pas long là-dessus. Le métier du spécialiste, qui a commencé à émerger en France il y a une 30aine d'années, spécialiste de carrelage, en fait, au départ, il a consisté à être viril avec un grand choix. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, mais il y en a encore comme ça en France, on estimait que si on n'avait pas de choix, on n'était pas un bon vendeur. On n'était pas un bon magasin, et que seul le choix permettait de dire je suis un spécialiste et je suis le spécialiste sur la zone. Donc ça, c'est quelques images. Ça peut vous rassurer, elles ont à peine 1 an. Voilà. Donc, il y a encore des gens
plutôt sur des zones rurales qui ont cette approche du métier. Et très souvent, cette approche, elle remonte à la création de leur point de vente. C'est pas eu de remise en cause, ça marche depuis 20 ans, pourquoi je vais changer le modèle? Le seul problème, c'est que ce qu'on sait faire comme ça dans un point de vente physique, aujourd'hui, même mano mano sait le faire. Aujourd'hui, vous cherchez du carrelage d'une certaine dimension, d'une certaine couleur. Mano mano le fait très bien. Alors j'ai pris mano mano parce que ça m'a paru extrêmement symbolique, mais vous avez une trentaine de sites marchands qui font ça très très bien. C'est-à-dire que l'étal physique est devenu une étal digitale. Je pousse parfois même le bouchon avec nos adhérents en disant mais en se connectant, au bout de 30 secondes, on a un chatbot qui nous souhaite la bienvenue et qui nous dit comment je peux vous aider. Est-on certain nous-mêmes dans nos points de vente d'accueillir nos clients comme ça? Donc voilà, le modèle qui consiste à dire je propose un choix physique extrêmement important, c'est terminé. Il n'a plus du tout d'avenir et en tout cas, on sait que sa valeur ajoutée devient minime. Alors quand on a vu, nous, ces changements s'opérer, on s'est dit c'est peut-être l'opportunité pour mettre en place du changement et du changement que le digital ne sait pas faire. Et dans ce changement, il y a deux choses qu'on a observées. C'est que les clients qui fréquentent nos points de vente font systématiquement deux choses. Ils touchent et ils sortent dehors pour voir la vraie couleur des produits. Parce que tout le monde sait qu'entre le smartphone, l'écran, un catalogue, le même produit n'est pas perçu visuellement de la même façon. Donc on s'est dit, ce que le net ne sait pas faire, on va le faire dans nos points de vente, on va faire évoluer nos points de vente. Et puis ce que ne sait pas faire non plus le net, c'est de mettre en ambiance les produits, c'est-à-dire de reproduire des pièces de vie. Donc dans nos showrooms, on a aujourd'hui des salles de bain, on a des chambres à coucher, grandeur nature, avec des peignoirs, des chaussons, du linge sale dans une panière. Donc ça donne ça. C'est des investissements qui sont colossaux. Une salle, en moyenne, dans notre réseau, fait 250 mètres carrés. Le showroom fait 250 mètres carrés. Et on parle d'investissement, rien que d'agencement d'expo, entre 100 et 300 000 euros. Mais on arrive à faire des points de vente qui sont ceux-là. Bon, j'ai pris 2 points de vente récents, puisque nous ne sommes pas franchisés, on se laisse donc la liberté de faire évoluer notre concept d'agencement au fil du temps. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc on fait des choses. Vous voyez, ici on est typiquement sur une salle de bain, voilà, comme elle pourrait être chez vous, avec exactement l'équipement que vous pourriez avoir. On n'est pas du tout dans le virtuel. On a la 3D. Donc on amène aujourd'hui une vraie solution dans le parcours client qui est de modéliser son projet et surtout de l'aider dans la problématique d'agencement. Voilà. Donc ça, on a évolué. Depuis 5 ans, je peux vous dire que nos adhérents ont investi de l'argent pour passer du cliché que j'ai présenté précédemment avec des rayons pleins de carrelage à ça, où là, on peut commencer à dire « je vais m'occuper de l'expérience client ». La seule chose, c'est que ce qu'on fait, les autres savent le faire et le font. Je veux dire, très clairement, quand on fait des salles comme celle-ci, nos concurrents savent les faire. La plupart du temps, on a les mêmes prestataires. Donc, on s'est retrouvé face à des problématiques importantes à traiter. C'est comment fait-on la différence? Je ne dis pas comment fait-on mieux, mais comment fait-on la différence? Et comment on assure la pérennité de notre modèle économique qui repose sur le point de vente physique. Et en échangeant avec nos adhérents, on s'est dit, mais finalement, nos vendeurs, on en parle quand dans tout ça? Parce qu'on parle du bâtiment, on parle de l'agencement, on parle des produits, on parle de l'offre, on parle de la communication, mais à quel moment le vendeur intervient? Et très clairement, on a acté une chose, c'est que notre seul levier de différenciation, c'était le vendeur. On pouvait pousser tous les feux sur l'agencement, sur la qualité de nos salles, sur la qualité de nos campagnes de communication, qu'elles soient en print ou qu'elles soient en digital. La seule façon de faire la différence quand le client rentre dans un de nos points de vente, c'est le vendeur. Alors sur un métier qui a de l'histoire, qui a un historique, le vendeur, il a aussi un historique. Et le patron qui l'embauche, il a aussi une vision qui est historique. Je n'ai pas dit préhistorique, mais je le pense. Très clairement, pour beaucoup de nos adhérents qui ont la soixantaine, qui ont créé leur boîte il y a 20 ans, 30 ans, le vendeur, c'est un truc qu'on met dans une salle pour dire qu'il y a quelqu'un. Si on lui demande un truc, il répond. Et si on lui passe une commande, il fait un bon de commande.
je noircis un tout petit peu le trait, mais je peux vous dire que je suis parfois très près de la réalité. Aujourd'hui, on sent quand même chez nos adhérents et dans la profession en général que le vendeur évolue. Pour plusieurs raisons. À partir du moment où vous vous dites que votre vendeur fait la différence ou contribue à faire la différence sur le marché, vous changez déjà le profil que vous recrutez. La deuxième chose, c'est que vous le formez. Et la troisième chose, c'est que vous lui faites vivre d'abord à lui une expérience dans votre entreprise. La génération qui arrive, et on recrute très souvent du bac+2, bac+3 entre 25 et 30 ans, pas forcément avec un profil commercial, mais on préfère avoir des gens qui ont un profil d'éco, sensibilité d'éco, qui est plutôt des savoir-être orientés vers la bienveillance, etc. Ces gens-là, ils ne viennent pas du tout pour un projet, ils viennent pour vivre un bon moment. Voilà. Donc aujourd'hui, on sent que cette réflexion qu'on a mise en pratique, elle commence à bouger. On le sait parce qu'on fait auditer chaque année par une société de visite mystère nos points de vente. Donc, on arrive aussi à voir les choses à la place de nos adhérents. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a quand même fait bouger les lignes. Aujourd'hui, nos vendeurs se lèvent et vont dire bonjour. Les vendeurs accueillent. Les vendeurs sont de plus en plus bienveillants, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à ce qui a fait venir le client. Il y a encore quelques années, peut-être dans certains de nos points de vente, le client disait bonjour, je voudrais avoir du carrelage, et ben on dit c'est là-bas. Donc, guide de musée, monsieur, c'est là-bas. On casse ça aujourd'hui et on sent que ça change et on sent que le vendeur est devenu en fait l'hôte. On accueille les gens. On accueille les gens. Et puis, ils ont des postures commerciales qui sont aujourd'hui davantage rassurantes, bienveillantes. On préconise, on accompagne, on rassure. Et pour arriver à ça, et on n'a pas fini, on a encore beaucoup de chemin à faire, ce qu'on explique aux patrons de nos adhérents et à leurs équipes, on ne change pas le modèle pour le plaisir de le changer. On le change parce que nos clients changent. On n'a pas le choix. Lorsque j'étais dans ce grand groupe de la distribution, et Dieu sait que c'est un groupe que je respecte et dans lequel j'ai beaucoup appris, des gourous qui nous expliquent ce qu'est un client, j'en ai vu passer. Quand les premiers logiciels de CRM sont arrivés, on nous a expliqué il y a des clients A, des clients B, des clients C, point barre. Vous ne posez pas de questions. Ne vous intéressez pas à qui il est, mettez-lui une catégorie, ça suffira, la machine gérera pour vous. C'est fini. C'est fini. Quelqu'un disait ce matin, le one-to-one, on est en plein dans le one-to-one. Parce que nos clients aujourd'hui, ils viennent avec un projet, une attente qui est one-to-one. Ils ne veulent surtout pas exprimer un besoin qui ressemble à celui de leurs voisins, de leurs cousins, de leurs collègues. Ils veulent un truc à eux. Et alors quand vous parlez en plus de la salle de bain, pièce où vous assurez votre intimité, votre hygiène, les gens, ils veulent exactement ce qui leur plaît, ce qui leur fait envie. Ils ne veulent pas ce qu'ils ont vu chez quelqu'un. Donc on a ce changement-là qui implique que nos vendeurs soient aussi dans une démarche one-to-one. Ce qu'on explique aussi aux patrons de nos adhérents et à leurs équipes, c'est que les clients changent, mais que finalement le client, il faut arrêter d'en parler comme une bête bizarre. Parce que très souvent, quand on fait des réunions, nous y étions encore hier à Lyon avec les adhérents, quand on parle des clients, on a toujours tendance à parler d'un truc bizarre, quelqu'un qui vient dans nos magasins, qui parfois nous dérange, on est occupé, il veut des choses, il pose des questions bizarres. Mais on leur dit, mais quand vous êtes client, vous, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous voit? Vous êtes client. Pourquoi vous allez dans telle boulangerie, pas dans l'autre? Pourquoi vous allez acheter parfois une baguette de pain 20 centimes plus cher chez votre boulanger, alors que vous avez un supermarché à 1 km qui la vendra 20 centimes moins cher? Alors on a commencé à changer les choses. On sent que voilà, le client, on commence à parler client, mais client pas comme une bête bizarre, mais comme vraiment la personne dont on doit s'occuper. Et puis au fil du temps, on leur amène de l'information, parce que on a, nous, notre vision, et je suis conscient qu'elle est souvent partisane, parce que le rôle d'un groupement, c'est de tirer, c'est vraiment d'amener avec nous, mais on leur amène des éléments factuels. Ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que dans notre univers carrelage salle de bain, et en général pour la déco, dans 3/4 des cas, le client qui pousse la porte d'un de nos points de vente, il a commencé son parcours sur le digital. Je peux vous dire qu'hier encore, j'avais un adhérent qui a 63 ans qui m'a dit « ça n'est pas vrai ». Bon, très souvent, je lui réponds qu'il lui faudrait peut-être commencer par rendre son Minitel, bon, ce qu'il n'apprécie pas généralement, mais voilà, quand on n'est pas digital native, on ne peut pas imaginer que quand on a une salle de bain à refaire, on commence par Google.
C'est pas possible. Et puis ça fait 30 ans qu'ils accueillent du monde, donc ils n'y croient pas. Aujourd'hui, les études, et on est accompagné par un cabinet qui est spécialisé dans l'exploitation d'études de comportement. 3/4 des clients aujourd'hui commencent leur parcours d'achat sur le net. De plus en plus, les gens qui viennent dans nos points de vente, ils sont digital natives. La preuve, dès qu'ils voient un code barre quelque part, leur première obsession, c'est de le scanner. Et ça, c'est extrêmement amusant. Ils ne sortent pas, ils veulent scanner. Bon. Sauf que nos codes barres sont dans un standard professionnel qui n'est pas reconnu par les smartphones, mais c'est amusant. Première chose, je scanne. Alors on commence à mettre des QR codes pour les emmener sur des choses assez pragmatiques. Le consommateur, il est sensible aux avis, mais je le suis aussi. Quand j'ai cherché l'hôtel pour dormir hier soir ici, j'ai fait TripAdvisor, mais je pense qu'on fait tous pareil. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on en parle depuis un an au sein des équipes, de cette notion d'avis, que les vendeurs commencent à reconnaître, qu'eux aussi ils sont sensibles aux avis. Et alors ce qui nous fait toujours sourire, c'est que quand ils prennent un avis négatif, que ce soit sur Google, sur Facebook, sur notre site, là c'est branle-bas de combat, c'est catastrophique. Par contre, demander simplement à la fin d'un acte de vente à un client qui est plutôt satisfait, et c'est dans 90% des cas qu'un client est satisfait, c'est-à-dire que ce qu'il a vu, ce qu'il a imaginé devient réalité, c'est la grande majorité de nos relations commerciales. Eh bien ça, demander au client de laisser un avis en disant monsieur, vous-même avez dû regarder l'avis qui était sur notre magasin, si vous êtes content, dites-le, ils ne savent pas faire. Donc ça c'est extrêmement compliqué, mais voilà, on ne lâchera pas parce qu'on estime qu'aujourd'hui, d'avoir des avis positifs ne coûte rien, et c'est extrêmement important dans le choix que fait le consommateur. Bon, on leur apporte aussi des informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils partagent les expériences. On retrouve aujourd'hui des photos de nos showrooms sur différents réseaux parce que quelqu'un a vécu une expérience intéressante. Donc, il a dit voilà, j'ai trouvé ça super, c'était bien. On m'a fait de la 3D, j'ai vu ma salle de bain prendre forme, paf, il le poste. On leur explique aussi qu'un client aujourd'hui visite moins de magasins qu'avant. Donc ça veut dire que quand il est chez nous, il faut transformer l'essai et que son rôle, c'est de le transformer parce que nous, tête de réseau, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est du commerce à leur place. Donc leur rôle, c'est vraiment de faire du commerce. On leur explique également qu'aujourd'hui, un consommateur qui vient dans un point de vente physique, il veut vivre autre chose que ce qu'il vit sur Internet, très souvent dans son salon, bien installé avec une tablette et une bière à la main. Dans le point de vente, aujourd'hui, il veut vivre du social. Le consommateur qui fréquente nos points de vente et qui le fréquentera encore plus demain est un animal social. Il ne veut pas être dans un point de vente pour qu'on lui dise d'aller voir sur une page Internet l'information qu'il demande au vendeur. Qu'on ait du digital pour remplacer un catalogue papier, pour montrer qu'un meuble de salle de bain qui est présenté en blanc existe en vert, en bleu, en rouge, en marron, la tablette va très très bien. Mais d'envoyer le client ou de laisser seul le client devant ce qu'on appelait un vendeur muet avec une tablette où c'est lui qui, avec un effet d'entonnoir, arrive quasiment à la solution, le consommateur moderne n'en veut plus. Il veut du social, il veut du lien humain. Donc tout ça, on leur restitue. Alors ce qui amène des problématiques, parce que les gens qui sont là depuis 20 ans vous disent « Enfin, t'es gentil, mais bon, ça fait 20 ans que je suis là, moi je connais mon métier. » Alors, on va plus loin et on leur dit, les études nous donnent quelques indications, et si on devait définir ce qui fait qu'un client est plutôt satisfait de sa visite, autrement dit, qu'est-ce qui contribue à une expérience réussie? Et là, pareil, on va chercher des études et des études sectorielles, et particulièrement des études qui sont faites pour l'univers de la salle de bain. Et quand on présente ça à nos adhérents, très souvent, ils sont très surpris parce qu'ils se disent, mais c'est des choses évidentes, c'est des choses simples. Être bien accueilli, bonjour, bienvenue. Vous imaginez que le bienvenu, aujourd'hui, dans la plupart des cas, il est sur un paillasson à l'entrée, le bienvenu. On ne le dit pas. C'est dramatique, mais ça, ils ne s'en rendent même plus compte. Je suis à chaque fois, alors j'aime être un peu la mouche du coche, mais à chaque fois, je leur dis, mais pourquoi c'est écrit bienvenue et pourquoi on ne le dit pas? On leur explique aussi que les gens qui viennent dans nos points de vente, ils n'ont pas envie de s'embêter, ils n'ont pas envie de faire des allers-retours en permanence, aller voir un produit vert là-bas, le même en bleu ici. Vous avez un showroom qui fait 250 mètres carrés, vous n'allez pas faire sans arrêt des allers-retours. Donc ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin de comprendre assez rapidement les univers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lieu de vente facile à vivre.
Ils veulent être conseillés objectivement. On a encore des vendeurs qui disent « Non, non, monsieur, mettez pas du rose, c'est pas beau. » C'est un peu dommage parce que ma maison est toute rose. Et ça, on l'entend. Les visites mystères nous le font remonter. Voilà. Par contre, qu'on transforme cet avis en conseil en disant « Écoutez, au vu de la pièce, de la lumière, de la couleur du meuble, il nous semble que le rose n'est pas forcément harmonieux parce que regardez sur les juxtapositions de couleurs, on pourrait peut-être partir sur un vert. » Voilà. Ça, c'est du conseil qu'on appelle objectif. Mais dire à un client ce que vous choisissez, c'est vraiment pas bien, quelque part, c'est une très mauvaise expérience client. Une chose aussi importante, aujourd'hui, ils veulent des vendeurs experts. Pourquoi ? Parce que très souvent, un client qui rentre, qui a passé un quart d'heure sur le net avant de venir, il en sait autant que la plupart de nos vendeurs. Et quand on scrute le niveau de connaissance de nos vendeurs, et ce n'est pas que chez nous, hein, c'est l'ensemble de la profession, très souvent, leur bagage technique, il est plus fait de croyances que de réelles connaissances. On m'a dit que, j'ai compris que, depuis 10 ans je dis ça, donc ça doit être vrai. Terminé. Terminé. Un vendeur qui déballe du baratin technique, ça ne sert à rien. En un quart d'heure sur le net, vous trouvez exactement la même information. Par contre, le client, ce qu'il veut, c'est que ses caractéristiques techniques deviennent des avantages pour lui. C'est exactement la métamorphose qu'a vécu le secteur de l'automobile. Il y a 20 ans, vous allez dans une concession, on commençait à vous dire que c'est un moteur, 16 soupapes, machin, truc bidule. Donc, oubliez complètement de vous demander quel était l'usage que vous vouliez faire du véhicule. Aujourd'hui, on ne vous bassine pas en première intention avec les caractéristiques techniques. On vous demande vos goûts, la finition que vous voulez donner à votre auto, l'usage. Et ensuite, on vous dit, ben voilà, les caractéristiques du véhicule, c'est ça. Bien, nous, c'est exactement la même chose. Vous expliquez qu'un carrelage s'est fait avec de l'argile cuite à 1200 degrés, que ça s'appelle un grès cérame, je pense que ça ne vous intéresse pas. Voilà. C'est pas ça. Eh bien, c'est ce qu'on indique à nos vendeurs aujourd'hui, et on les accompagne. Hein. On ne fait pas que du constat, on les accompagne en termes de formation. Bon, dernière petite chose, des petites attentions. Je me bats encore avec certains adhérents pour qu'on offre un café ou une bouteille d'eau. Je rappelle qu'une capsule de Nespresso ne vaut que 35 centimes, mais il y a des gens à qui encore ça pique. Bon, voilà. Mettre 100 000 € dans un chariot élévateur pour décharger des palettes de carrelage, ça ne pose pas de problème. 35 centimes dans une capsule Nespresso, les concessions automobiles vous offrent toutes aujourd'hui un bon café. Alors, à l'inverse, hein, bien évidemment, une mauvaise expérience pour un client, c'est un vendeur qui n'est pas souriant, qui n'est pas agréable, qui semble débordé. Ça, c'est une problématique qu'on a. Hein. Parfois, vous avez soudainement 5 clients qui rentrent en même temps. Vous n'en avez pas vu pendant 2 heures. Il y en a 5 qui arrivent. Ah, c'est pas facile. Mais quand vous ne les regardez pas, ils repartent. Par contre, vous leur faites juste un petit signe en disant « j'arrive » ou vous leur dites « écoutez, je suis occupé, je suis avec un couple, donnez-moi vos coordonnées, je prends l'engagement de vous rappeler et on prend rendez-vous. Et quand on sera en rendez-vous, ce sera qu'ensemble, il n'y aura personne d'autre. » Ça passe. Ça passe sans aucun problème. Mais ça, si vous ne le dites pas au vendeur, si vous ne l'accompagnez pas pour changer, il ne changera pas tout seul. Enfin, c'est notre conviction. C'est notre conviction. Bon, une mauvaise expérience, c'est un vendeur qui est insistant. Hein, voilà. Quelqu'un, un client qui a une salle de bain à refaire avec un budget de 10 000 €, il est dans la trouille. Est-ce que je choisis les bons produits? Je vais en prendre pour 10 ans. Est-ce que je fais bien d'enlever la baignoire? Est-ce que le meuble à cet endroit-là ne va pas me gêner? Et si vous avez quelqu'un qui insiste avec un profil qui est trouillard, ça ne le fait pas. Quelqu'un qui a la trouille, il ne faut pas insister, il faut le rassurer. Mais il ne faut surtout pas insister. Voilà. Bon, bien sûr, le pendant, c'est que si on veut des vendeurs experts, il faut des vendeurs qui en sachent au moins autant que le client, voire plus. Et on ne veut plus de vendeurs mécaniques. Quelqu'un disait ce matin, je crois que c'est la personne de chez Probox, les argumentaires, hein, les fils conducteurs, là, un client rentre, je lui dis ça, au bout de 30 secondes, je lui reformule ma question, au bout d'1 minute, je lui demande s'il me passe sa commande, s'il ne me passe pas la commande, au bout de 2 minutes, je le mets dehors. C'est fini ce temps-là. On ne veut pas des robots dans les points de vente. Les chatbots savent faire ça. Donc le vendeur doit être dans une relation one-to-one. On va bientôt prendre des questions, Vincent, si c'est possible. Je termine juste, ouais. J'en ai... Voilà. J'avais la crainte de ne pas avoir mis assez de contenu, mais finalement, je m'aperçois qu'il y en a un peu trop. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, on est en bas de l'entonnoir. Le rôle du vendeur aujourd'hui dans nos points de vente, il est extrêmement important. Il change parce que nos clients changent. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire. C'est le vendeur qui contribue directement à l'expérience client. C'est lui qui doit aujourd'hui avoir ce rôle social. Rien d'autre ne peut le faire. L'intelligence artificielle ne fera jamais du social.
On sait qu'aujourd'hui, le client va être accompagné, voire être coaché. Les gens qui ont du pouvoir d'achat dans nos points de vente aujourd'hui, ils veulent un interlocuteur, même s'il y en a 10 qui interviennent sur son projet. Le vendeur doit surprendre, il doit interagir, il doit devenir le confident professionnel, hein, vraiment rentrer dans la confidence professionnelle avec son client. Il doit bien sûr parler d'un contenu qu'il maîtrise et il doit savoir également utiliser les outils connectés. Nos enjeux, ça va être de recruter les gens qui correspondent à ça. Et ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a fait le choix de d'abord chercher des gens avec des savoir-être et les savoir-faire, on les apporte. Les savoir-être, c'est l'éducation. C'était les parents, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Les savoir-faire, oui, c'est notre job. Voilà. Responsable d'entreprise, il doit former ses équipes. Quand on a des bons, on essaie de les garder, on essaie d'en faire des référents. Quand il y a des bonnes pratiques, on les mutualise, on les fait évaluer. C'est les visites mystères et ça nous a fait beaucoup, beaucoup progresser. On doit développer les compétences techniques, oui, mais également les postures commerciales. Donc ça, c'est notre rôle. Et nous, en tant que groupement, on amène un plan de formation qui est vraiment dédié à cela. Il faut aussi qu'on travaille encore sur la disponibilité du vendeur, c'est-à-dire le dégager de tâches qui ne sont pas des tâches dédiées à la vente directe. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est recherche de produits, etc. Et puis enfin, il va falloir qu'on continue à déployer des outils digitaux. Et on a un projet qui aboutira en fin d'année, parce que c'est un gros investissement, on ne veut pas se tromper, qui sera un outil digital contribuant vraiment à l'expérience client. C'est-à-dire que le client nous amènera la photo de sa pièce, et par un simple clic, le matériau qu'il aura repéré dans le point de vente prendra place dans la pièce qu'il occupait aujourd'hui. Ça n'existe pas encore sur le marché, ça arrive. Voilà, c'est un exemple d'un outil digital qui prendra place dans nos points de vente pour accompagner le vendeur. C'est fini. Merci beaucoup Vincent Rapaport. On peut vous applaudir pour la présentation. Merci beaucoup. Et on va prendre 5 minutes de questions. Allez, peut-être un tout petit peu plus, mais vous avez du temps après pour vous échanger. Donc si vous avez des questions à poser à Vincent Rapaport, Carla Gébin. Oui, notre community manager. Bonjour. Dans votre démarche, est-ce que vous avez évalué l'opportunité dans le rôle social que vous donnez aux vendeurs de leur faire du social selling, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux sociaux en plus à côté de ce qu'ils font dans le magasin en point physique? Alors, avec la nouvelle génération de vendeurs qui arrive, c'est facile. Donc il y a un anniversaire dans le point de vente, ils le postent, ça paraît être mécanique, c'est normal. Les autres, non. On a aujourd'hui 25% des collaborateurs du groupement, on a 130 personnes, il y en a 25% qui sont présents sur un réseau social. Les autres n'y sont pas. Donc ouais, on a encore du chemin à faire, mais c'est super, parce que s'il n'y avait plus rien à faire, pas de raison d'être pour un groupement. Voilà. Donc, mais oui, toute la partie sociale sur les réseaux sociaux, ouais, c'est des choses importantes. Et on commence par des choses simples, un anniversaire, une journée porte ouverte, un beau chantier. Voilà. Mais c'est pas digital natif pour tous. Hein. C'est un apprentissage. Tout à fait. Voilà, donc j'espère vous avoir transmis notre vision du rôle du vendeur, tout en ayant aussi pris soin de vous dire que bien sûr du digital on en fait, mais que notre axe et notre stratégie pour les 5 années, c'est vraiment de miser sur une différenciation par le vendeur en point de vente. Merci en tout cas. Merci beaucoup Vincent.